Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon autre point lecture pour le mois de février. Je vous ai posté la semaine dernière une vidéo spéciale avec mes dernières lectures pour le PLIB. Et du coup entre ces gros pavés d'imaginaire, j'ai lu quelques petits romans jeunesse et quelques titres graphiques. Et du coup c'est tout ça que je vous présente aujourd'hui. Tout d'abord, je vous parlerai du coup de Charles 1943 par Florence Medina. On restera dans le même thème avec Le Réseau Phénix par Peggy Boudeville. Puis ce sera au tour de L'éveil des sorcières, le tome 2 par Cordelia. Et côté graphique, je vous donnerai mon avis sur Lumière Noire par Claire Fauvel, sur Deep Sea Aquarium Magmel, le tome 6, sur Insomniac, le tome 4, et sur À Volonté par Mademoiselle Caroline et Matou. Du coup, je vais donc commencer avec Charles 1943, c'est écrit par Florence Medina et c'est publié chez Poulpe Fiction. On est du coup ici sur un petit roman jeunesse qui est agrémenté d'illustrations. J'essaye de vous en trouver une. Voilà. Et du coup, comme le titre et la couverture l'indiquent, on est sur un récit qui se passe en 1943 et qui se passe à Paris. Et du coup, en fait, on va suivre Charles, qui est un jeune garçon qui est assez fasciné par la résistance et qui a beaucoup de mal avec l'idée de la collaboration. Lui, il a 12 ans et voilà, il sait que bon, à son échelle, c'est pas lui qui va changer les choses, mais il a envie quand même de s'impliquer. Et du coup, il va trouver le moyen de s'impliquer, il va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne pensaient pas forcément s'impliquer dans la résistance et qui en fait sont beaucoup plus actives qu'ils le pensaient, et ce même dans son entourage très proche. Et du coup voilà, Charles va s'impliquer dans tout ça. Lui il est le fils du gardien du jardin des plantes et du coup il vit dans le jardin des plantes, donc c'est vrai que ça amène aussi un côté plutôt sympa au récit. Et du coup voilà, Charles il va se retrouver finalement très mêlé dans tous ces réseaux de résistance. Celui-ci c'est un récit qui est vraiment adapté quand même à un public déjà assez jeune, je pense début collège, ça peut convenir. On y parle vraiment de tout ce qui est de résistance, de collaboration, les milices, la STO, etc. Tout ça c'est vraiment des termes qui sont abordés et qui sont expliqués à chaque fois avec des définitions qui sont vraiment simples et qui sont vraiment faites voilà, pour des enfants, pour des jeunes lecteurs. Par exemple, là où j'ouvre, on vous parle de l'explication de l'étoile jaune. Et enfin voilà, c'est vraiment un récit pour le coup pour celui-ci qui explique vraiment tout. Donc même pour des enfants qui connaissent pas forcément déjà la thématique de la Seconde Guerre mondiale et auquel vous avez envie de les intéresser, c'est un récit qui peut déjà être adapté. À la fin en plus il y a un carnet pédagogique. Si vous voulez, ce roman là pour moi je l'ai vraiment vu comme une sorte d'équivalent roman à la bande dessinée Les Enfants de la Résistance. Alors clairement c'est un très gros compliment venant de moi parce que j'aime vraiment beaucoup la bande dessinée des Enfants de la Résistance. Mais voilà, je trouve que ça se rejoint là-dedans dans le fait que ce soit vraiment très éducatif, accessible à un jeune public avec des personnages qui sont jeunes et qui essayent de s'impliquer dedans. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle de ce côté-là. C'est un récit qui est vraiment intéressant, ça fonctionne bien, forcément il y a des risques, etc. Donc c'est un récit qui est plutôt prenant. Ensuite, du coup celui-ci je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite j'ai donc lu Le Réseau Phénix par Peggy Boudeville, c'est publié aux éditions Fleurus et ici aussi on parle de Seconde Guerre mondiale et de résistance. Cette fois-ci ça va se passer à Amiens et dans ce récit-là on a 3 points de vue. Le premier point de vue se passe en novembre 1941, on suit l'histoire d'un groupe d'adolescents. Au départ on a une jeune fille qui s'appelle Cécile, qui est une jeune fille juive qui vit avec sa famille et qui a sa meilleure amie qui s'appelle Solange, qui elle n'est pas juive. Et puis ils ont également Paul dans leur entourage très proche, lui c'est un apprenti je crois dans une boutique d'horlogerie. Et puis autour d'eux va commencer à y avoir d'autres personnages, un jeune garçon qui travaille dans le garage de son père, le fils d'un homme assez riche et assez influent, plutôt dans le bon sens, dans la région, etc. Et en fait voilà, ensemble ils vont décider de fonder un réseau de résistance. Ça c'est vraiment le point de vue principal qui correspond au moins à la moitié du récit. Alors c'est éparpillé, hein, mais voilà, au moins 50% du récit c'est ce point de vue là. Et ensuite on a 2 autres points de vue qui sont du coup moins importants. Tout d'abord on a les extraits du journal intime de Cécile. Et puis on a également le point de vue d'un frère et d'une sœur qui s'appellent Ben et Mona. Et eux ils vivent à Amiens toujours mais en 2019 et ils vont découvrir en fait
dans leur appartement quelque chose qui est en lien avec ce réseau de résistance, et ça va les emmener en fait à essayer de se documenter sur eux, de retrouver leurs traces, de voir ce qu'il en est devenu de ces jeunes et de ce réseau de résistance, parce que finalement c'était aussi des adolescents qui avaient à peu près leur âge, et ils sont un peu fascinés par le fait que des jeunes de leur âge en fait aient autant fait à leur époque. Donc voilà, du coup on a également ces petites incursions dans le présent. J'ai trouvé ça du coup assez intéressant, je trouvais que le dosage en fait était vraiment parfait, dans le sens où les passages au présent n'ont pas pris le dessus. J'aurais pas aimé qu'ils prennent le dessus sur le reste, je pense que c'était aussi la volonté de Peggy Boudville, et pour moi c'est ce qu'il fallait faire, c'était vraiment de garder la Seconde Guerre mondiale au centre du récit, et voilà, et le reste c'est juste des personnes de notre époque, et ça permet aussi d'avoir un peu un lien sur ce qui s'est passé après. C'est aussi une aide pour la narration pour avoir le après, et du coup je trouve ça intéressant, je trouve ça bien fait comme récit. Celui-ci pour le coup il est destiné à un public, je dirais, un petit peu plus âgé, qui connaît déjà un petit peu plus, parce qu'on rentre vraiment dans des choses de résistance, des actions de résistance, des détournements de train, etc., tout ce genre de choses, et que c'est pas forcément aussi expliqué. Et celui-ci je crois pas qu'il y ait le cahier pédagogique par exemple à la fin. Ouais, non, il y a celui-ci, oui, si, il y a un petit dossier pédagogique, mais qui est seulement écrit. Et voilà, et que ce soit dans la forme d'écriture de ce dossier pédagogique ou dans les explications de certains termes, c'est pas décrit avec des termes aussi enfants que Charles 1943. Celui-ci, voilà, c'est vraiment fait pour que toutes les définitions tous les termes qui sont abordés soient compréhensibles par des enfants ou par vraiment des jeunes lecteurs, alors que dans celui-ci, voilà, c'est déjà destiné à un public un petit peu plus âgé qui connaît déjà quand même le sujet de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on rentre pas forcément autant dans les détails. Donc voilà, mais c'était aussi très chouette. J'ai beaucoup aimé le groupe de personnages, je les ai trouvés vraiment touchants, et j'ai trouvé que la narration amenait vraiment une surprise, c'est-à-dire qu'il y a un événement auquel qu'on s'attend un petit peu à voir venir, mais c'est pas un défaut, c'est juste par rapport à l'histoire, etc. Voilà, il y a des choses qu'on s'attend un petit peu à voir arriver, et pour autant, même là-dessus, j'ai été surprise, parce que la narration fait que ça arrive pas au moment qu'on le pensait, et du coup c'est quand même un récit qui m'a fait verser quelques larmes, donc je dois dire que voilà, c'est un récit qui a vraiment bien fonctionné sur moi. Celui-ci, je lui ai mis la note de 17/20. C'est plus voilà, du coup dans la narration que dans les événements que ça a été que ça m'a surprise, mais c'était vraiment un chouette récit, et du coup celui-ci aussi je vous le recommande. Ensuite, j'ai donc lu L'éveil des sorcières, le tome 2 par Cordelia. Donc ce tome 2 s'appelle Le secret de Maëlys. C'est aux éditions Scrinéo, celui-ci il est sorti en fin d'année 2021, et le tome 3 est sorti en janvier. Je le lirai tout prochainement je pense. Du coup ce tome 3, pour ce tome 2 du coup c'est un tome 2 qui va être un petit peu plus centré sur le personnage de Maëlys, mais on reste du point de vue de Nora, notre personnage principal. C'est son point de vue à elle apparemment qu'on va suivre dans l'ensemble de la trilogie. J'avais l'impression par rapport aux couvertures que du coup on allait changer de point de vue, parce qu'il y a 3 héros et 3 tomes. Mais en fait non, c'est toujours du point de vue de Nora, c'est juste que les histoires sont un petit peu plus centrées sur les autres personnages. Dans ce récit-là, du coup, on suit l'histoire de Nora, qui est une jeune fille qui va au collège, comme tout le monde, et qui va se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas tout à fait comme tout le monde, puisqu'en gros, elle a des pouvoirs de sorcière, et ces pouvoirs vont l'amener à prendre, en plus des cours classiques au collège, des cours avec la professeure de musique, qui est elle-même une sorcière, et ses 2 autres apprentis, donc Maëlys et Rajan, qui est un garçon, mais on appelle quand même une sorcière. Et du coup, voilà, on a ces trois collégiens qui prennent leurs cours ensemble. Maëlys, elle est un petit peu plus âgée qu'eux. Nora et Rajan, ils sont en 6ème je crois, et Maëlys, elle est en 4ème je crois. Voilà, bref, elle est un petit peu plus âgée. Donc elle a commencé son apprentissage il y a un petit peu plus longtemps, et on voit que ça se passe pas forcément aussi bien pour Maëlys, c'est-à-dire que niveau sorcellerie elle est vraiment douée, etc. Mais que par contre, contrairement à Nora qui a ses 2 papas qui acceptent énormément le fait que leur fille devienne une sorcière, du côté de Maëlys ça se passe pas aussi bien, et ses parents, c'est compliqué avec ses parents, ils ont du mal, surtout son père, et ça va amener Maëlys à faire des choix qui sont assez difficiles. En plus de ça, elle a une rupture amoureuse, etc. Enfin bref, et du coup c'est assez compliqué. Et du coup ce tome-là, je l'ai trouvé plutôt plus sombre que le premier tome. Par rapport au premier tome qui était quand même très engagé aussi sur du féminisme, etc., c'est peut-être des choses qu'on va moins retrouver ici. C'est un tome qui est plus personnel sur un personnage, avec voilà, ses relations familiales, le fait d'essayer de plaire et d'essayer de rendre ses parents fiers, etc., et de devoir parfois se confronter à leurs avis qui sont pas forcément
qui vont pas forcément dans le même sens. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. À nouveau, c'est un roman dans lequel forcément il y a beaucoup de diversité, comme toujours avec Cordelia, puisque pour le personnage de Maïs, du coup c'est une jeune fille qui est lesbienne et qui est sourde. Voilà, c'est un personnage qui est vraiment très chouette. Également à suivre, et du coup j'ai hâte de voir le dernier tome centré du coup autour du personnage de Rajan. Côté graphique du coup, donc celui-ci je lui ai mis la note de 17/20 aussi. Côté graphique, tout d'abord, j'ai donc lu Lumière Noire par Claire Fauvel et Thomas Gilbert, c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Du coup, pour celui-ci, on est sur un récit dans lequel on va suivre une chorégraphe qui s'appelle Ava. Et elle a du mal un petit peu à trouver de l'inspiration, elle sait pas très bien voilà, ce qu'elle va faire ensuite. Elle a déjà fait plusieurs spectacles qui ont très bien fonctionné, elle est vraiment très reconnue. Et justement, du coup, on attend un petit peu la suite et elle sait pas. Elle va aller suivre une amie à elle va retourner dans une école de danse et là-bas, elle va découvrir le talent d'un jeune danseur et elle va décider en fait de créer une sorte de spectacle, de s'inspirer d'un conte qu'elle connaît déjà, qui lui a été transmis par sa grand-mère je crois, et du coup voilà, de l'adapter et d'en faire un spectacle avec 2 personnes en scène, avec donc ce jeune danseur et elle. C'est un récit qui est assez intéressant, qui parle certes du coup de danse mais aussi de pas mal d'autres choses, puisque du coup ça se passe donc entre Paris et Bruxelles je crois, et je l'ai lu début février, je m'en souviens bien mais c'est possible qu'il y ait quelques petits détails qui m'échappent, mais voilà, du coup c'est un récit qui se passe donc entre Paris et Bruxelles, et on a en fait il y a une sorte de canicule qui est arrivée, mais c'est une canicule qui est vraiment extrême. On est complètement sur du dérèglement climatique poussé fort, puisque typiquement on a des oiseaux qui tombent morts dans Paris parce qu'avec la chaleur etc ils tombent tout simplement du ciel, et puis on a également une très très grande crise migratoire qui va bien avec le problème de réchauffement climatique, et on a également un assez gros conflit politique au sein de la France, et notamment aussi lié avec la crise migratoire, etc. Donc voilà, du coup on a quand même toutes ces thématiques là qui arrivent autour. Après, en plus de ça, ça parle quand même aussi pas mal de monstres intérieurs et de relations compliqué, puisque du coup il va y avoir une relation entre Ava et le danseur, et c'est pas une relation qui est très saine, un peu comme laisse penser cette couverture, hein. Mais voilà, c'est une relation qui est quand même assez compliquée, et oui, et du coup c'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai bien aimé le style de dessin, et j'ai bien aimé aussi les couleurs. J'avais un peu de doute mais en fait ça dépend des pages, mais sinon globalement c'est des couleurs qui sont très cohérentes avec le fait voilà, de cette canicule qui s'installe et qui n'arrête pas. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai un autre récit de Claire Fauvel dans ma pile à lire que j'ai pas encore lu, qu'il faudrait que je lise. Et voilà, du coup c'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, et j'ai mis la note de 15/20. Je sais pas, il a manqué quelque chose pour que ça me charme complètement, mais j'ai quand même passé un bon moment avec et j'ai quand même trouvé ça intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Dipsy Aquarium Macmel, et dans ce tome 6, on va suivre principalement le poissonnier, un des apprentis du restaurant, puisqu'en fait on est dans... c'est un aquarium qui est situé dans les abysses. C'est un aquarium, enfin à la fois un aquarium mais surtout en fait un pôle d'observation des poissons des abysses. Et nous on suit donc notre personnage principal qui est Kotaro, qui est un jeune passionné des abysses qui va devenir au début balayeur et puis ensuite soigneur, apprenti soigneur. Et dans ce tome-ci du coup on va pas mal parler de Lan, qui est donc un cuisinier qui lui est très passionné aussi par les poissons des abysses, mais plutôt sur le côté comment est-ce qu'on peut les manger. Donc voilà. Du coup c'est vrai que ça parle pas mal de ce paradoxe du fait d'adorer les poissons et puis aussi de les manger. C'est assez sympa comme tome, ça change un petit peu des autres. Après du coup c'est pas forcément... le tome que j'ai préféré, mais on voit qu'il y a quand même un grand respect, etc. Et c'était plutôt intéressant. Donc voilà, j'ai mis la note de 16/20, c'est pas mon tome préféré, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu plus sur certaines choses, notamment le papa de Kotaro, mais c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Insomniac par Makoto Ojiro, donc on reste sur du manga, mais cette fois-ci on est sur un shoujo dans lequel on a 2 personnages principaux qui n'ont pas grand chose en commun, ils sont dans le même lycée, si ce n'est le fait qu'ils sont insomniaques et qu'ils vont se rendre compte que finalement ils dorment très bien quand ils sont ensemble.
ce qui va les amener petit à petit à se rapprocher. J'insiste sur le petit à petit puisqu'on en est au tome 4 et il commence à y avoir un rapprochement quand même, mais ça commence. Donc voilà, c'est un manga qui prend quand même son temps. Je sais pas combien de tomes sont prévus. J'aimerais bien que ce soit pas une série en 12 tomes, mais je ne sais pas. Parce que bon, je trouve que l'histoire est vraiment très chouette, les personnages sont attachants, mais ça reste une histoire qui est globalement assez simple et du coup c'est pour ça que j'aimerais bien que ça ne s'éternise pas et que ça ne s'étire pas inutilement en rajoutant des péripéties et des choses que, voilà, qui seraient assez superflues. Mais voilà, c'est un tome qui est... Enfin, c'est un manga que je trouve vraiment sympa, qui parle du coup beaucoup de nuit, qui parle de photographie, de cette relation entre les deux personnages. J'aime bien le style de dessin. Voilà, c'est vraiment un manga que je trouve très chouette. Et du coup, je lui ai mis la note de 16/20. Le rythme de publication est assez rapide, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite j'ai donc lu À volonté tu t'es vu quand tu manges par Mademoiselle Caroline et Matou. Matou, c'est une illustratrice que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Au début je la suivais sur Facebook et puis ensuite sur Instagram. Je pense que je la suis au moins depuis 2015, peut-être même plus. Et pour le coup Mademoiselle Caroline, je la suivais pas du tout. Et je trouve qu'elles ont vraiment fait un très chouette travail dans ce récit-là, puisqu'en fait elles ont mélangé leurs deux styles de dessin. C'est en gros une bande dessinée un petit peu autobiographique dans laquelle on a ces deux femmes, donc Caroline et Matou, qui sont toutes les deux grosses et qui montrent un petit peu toutes les petites discriminations, petites ou grosses discriminations qu'elles subissent dans leur quotidien. Et c'était vraiment sympa. C'est un récit qui est assez informatif en fait et que j'ai trouvé vraiment chouette. Et donc du coup dans ce récit là on a vraiment les deux personnages, donc de Mademoiselle Caroline et Matou, qui sont dessinés chacune par elle-même, et du coup voilà, on a vraiment ces deux styles de dessin qui se mélangent et j'ai trouvé ça vraiment très chouette d'avoir réuni leur travail sous cette forme là. Je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Et du coup voilà, c'est un style que j'ai trouvé qui fonctionnait bien. C'est du coup voilà, plutôt des tranches de vie pour illustrer de la grossophobie dans le quotidien. Et du coup celui-ci, je lui ai mis la note également de 17/20. Donc voilà, du coup vous l'aurez compris, c'était plutôt un chouette mois de février, en tout cas du côté de toutes ces petites lectures. Et puis du coup si vous n'avez pas vu, si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo avec mes avis sur les romans du Plib, n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!